Dans cette capsule, on va voir le concept de généralisation d'un algorithme d'apprentissage. Alors, on a vu différents algorithmes d'apprentissage, comment est-ce qu'ils sont capables d'apprendre à partir de données, à partir d'un ensemble d'entraînement. Maintenant, comment est-ce qu'on évalue le succès de l'algorithme à nous trouver un modèle qui va nous permettre de faire des prédictions qui sont valides? Bon, intuitivement, la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est de regarder l'erreur moyenne, mais commise sur les exemples d'entraînement. Cependant, cette erreur-là, elle va nécessairement être optimiste. Pourquoi? D'un niveau plus élevé, on sait que notre modèle H, le modèle qui fait les prédictions, étant donné une entrée X, donc il calculerait H de X pour faire une prédiction de la cible que je veux avoir. En fait, H a déjà vu la bonne réponse sur ces exemples-là. Okay? Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est mesurer la capacité de notre algorithme de trouver un modèle qui est capable de mémoriser par cœur c'est quoi la réponse pour donc la cible Y pour les exemples X dans mon ensemble d'entraînement. Par exemple, si on prend le cas du cas plus proche voisin, mais pour K égale 1, en fait, sur l'ensemble d'entraînement, son erreur va toujours être de 0. Parce que si je lui donne une entrée X qui se trouve dans l'ensemble d'entraînement, eh bien, puis si toutes mes entrées sont toujours bien étiquetées dans mon ensemble d'entraînement, mais nécessairement, parce qu'il a appris par cœur, essentiellement, il garde en mémoire tous les exemples d'entraînement. Il va pouvoir trouver celui qui correspond à mon entrée. Ça va être son plus proche voisin. Il va avoir une distance de 0 avec celui-là. Et il va nécessairement bien prédire son étiquette. Okay? Donc, l'erreur d'entraînement, c'est vraiment pas une bonne mesure pour savoir à quel point un algorithme d'apprentissage a trouvé un bon modèle, puis va nous permettre d'avoir un H qui fait des bonnes prédictions. En fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la capacité d'un algorithme à trouver un modèle qui va bien généraliser sur de nouveaux exemples. Et en fait, ça reflète beaucoup mieux le contexte dans lequel on va utiliser typiquement un algorithme d'apprentissage puis un modèle entraîné par un algorithme d'apprentissage. Donc, si j'entraîne un réseau de neurones sur des données, par exemple un réseau de neurones qui fait de la reconnaissance de caractères, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce réseau de neurones-là, si je le déploie dans une application puis qu'il reçoit de nouvelles images de caractères, est-ce qu'il va être capable de reconnaître ces nouvelles images-là? Puis les nouvelles images de caractères, elles risquent d'être quand même différentes, pas exactement les mêmes que celles que dans mon ensemble d'entraînement. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle la capacité à généraliser à de nouveaux exemples. Et pour mesurer cette capacité de généralisation-là, ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'on va mettre des exemples étiquetés de côté. Donc, ils ne vont pas se trouver dans mon ensemble d'entraînement. Et ces exemples-là que j'aurais mis de côté, je vais les appeler les exemples de mon ensemble de tests. Donc, je vais créer un ensemble qu'on va appeler l'ensemble de tests qui va contenir des exemples qui ne sont pas dans mon ensemble d'entraînement, qui ne seront pas utilisés pour entraîner mon modèle avec mon algorithme d'apprentissage. Alors, quelle est la relation entre l'erreur d'entraînement et l'erreur de test en pratique? En fait, par exemple, si on avait plusieurs réseaux de neurones avec un nombre de neurones cachés différents. Donc, on a entraîné un réseau de neurones, disons, avec une seule couche cachée et 5 neurones cachés ou 10 neurones cachés. Donc, 5 neurones cachés, 10 neurones cachés, 15 neurones cachés, et ainsi de suite, disons, jusqu'à 100 neurones cachés. À quoi on peut s'attendre au niveau de la différence entre l'erreur de classification que je vais mesurer sur mon ensemble d'entraînement et celle que je vais mesurer sur mon ensemble de tests, que je vais appeler l'erreur de test? Ce qu'on va observer, en fait, c'est, premièrement, l'erreur d'entraînement va typiquement être plus petite que l'erreur de test. Donc, le nombre d'erreurs que va faire mon réseau de neurones, quel que soit le nombre de neurones cachés que je vais utiliser, sur l'ensemble d'entraînement, ce nombre d'erreurs-là va toujours être plus petit que sur l'ensemble de tests. Okay? Donc, ici, la courbe en pointillé, c'est l'erreur de test pour différentes valeurs du nombre de neurones cachés. Puis la courbe pleine, ça, c'est pour l'ensemble de tests. Donc, pointillé, ensemble d'entraînement, ligne pleine, ensemble de tests. Donc, ça, c'est la première chose. Il va toujours y avoir un espace, donc une différence entre entraînement et test, et l'erreur d'entraînement va toujours être plus basse que l'erreur de test. Ce qu'on va aussi voir, c'est au fur et à mesure qu'on va augmenter le nombre de neurones cachés, en fait, cette différence-là entre les deux courbes va s'agrandir. Donc, au fur et à mesure qu'on va avoir plus de neurones cachés, on va voir la différence entre les deux courbes s'agrandir
au point qu'il va y avoir éventuellement un point où en fait, l'erreur de test va se mettre à augmenter, en fait. Tandis que l'erreur d'entraînement, elle, va toujours diminuer. L'erreur d'entraînement, elle diminue parce que notre réseau de neurones, pour différents nombres de neurones cachés, il essaie de minimiser cette erreur-là. Plus je lui donne de neurones cachés, plus il y a de mémoire, si on veut, plus il est capable de mémoriser l'information dans l'ensemble d'entraînement. Donc, plus il va être en mesure d'avoir une petite erreur d'entraînement. Par contre, sur l'erreur de test, ce qu'on va observer, c'est qu'en fait, la performance sur l'erreur sur l'ensemble d'entraînement va refléter de moins en moins la performance sur notre ensemble de tests. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit ça? Pourquoi est-ce que l'erreur se met à augmenter? C'est un concept qui est un peu difficile à bien saisir. Un cas simple, ce serait le cas où j'aurais un ensemble d'entraînement où il y aurait certains des exemples qui seraient mal étiquetés. Donc, parce que mes réseaux de neurones, pour différents nombres de neurones cachés, essaie de mémoriser l'information dans l'ensemble d'entraînement, bien, si je lui donne beaucoup de neurones, il va être en mesure de mémoriser ces erreurs-là. Et sur mes exemples dans mon ensemble de tests, qui, eux, sont peut-être bien étiquetés pour certains exemples, bien là, j'aurai certaines erreurs. De façon générale, ce qu'on va observer, en fait, c'est que s'il y a certaines variations, le fait d'apprendre par cœur ces variations-là dans l'ensemble d'entraînement, ça ne va pas amener mon réseau de neurones à apprendre c'est quoi la raison fondamentale qui fait que par exemple, une image de caractère correspond à un 2. Donc, il va se mettre en fait, surentraîner sur des détails associés à ces exemples-là qui ne permettent pas de bien généraliser à des exemples de tests. Donc, ce qu'on va dire en fait, c'est que ce nombre de neurones cachés-là ici, qui est un peu l'idéal, c'est-à-dire que si j'en avais fait plus, j'aurais augmenté mon erreur de test, mais si j'en avais fait moins, j'aurais une erreur de test aussi qui aurait été plus grande. Donc, si je me trouve à gauche de ce point-là, on va dire que je suis en sous-apprentissage, c'est-à-dire que je pourrais augmenter la capacité de mon modèle, par exemple mon réseau de neurones, puis améliorer ma performance sur mon ensemble de tests. Si je me trouve à droite, là, on va être en surapprentissage, c'est-à-dire qu'on a commencé à apprendre par cœur des détails qui sont dans l'ensemble d'entraînement et qui ne m'aident pas à bien prédire, bien performer sur mon ensemble de tests et qui en fait m'amène à moins bien performer sur mon ensemble de tests. Okay? Donc, pour un réseau de neurones avec différents nombres de neurones cachés, c'est ce qu'on va observer. Plus je vais avoir de neurones cachés, plus je vais pouvoir bien optimiser mon erreur d'entraînement, mais éventuellement, je vais atteindre un point où je vais passer de sous-apprentissage à surapprentissage, où je vais me mettre à moins bien performer, empirer ma performance sur mon ensemble de tests. On pourrait dire la même chose, mais sur le nombre d'itérations d'un réseau de neurones donné avec un nombre fixe de neurones cachés. Donc, si je prends mon algorithme d'optimisation par descente de gradient stochastique, au fur et à mesure que je vais entraîner, mon erreur va diminuer nécessairement parce que c'est ce que j'essaie d'optimiser. Par contre, il va arriver un nombre d'itérations où là, je vais me mettre en fait à apprendre des particularités de mon ensemble d'entraînement qui ne va pas me permettre de bien généraliser sur mon ensemble de tests, mais qui, à l'inverse, en fait, va me faire empirer mes performances sur mes exemples qui sont différents, qui sont dans l'ensemble de tests. Et de façon générale, si sur mon axe des X ici, je mettais n'importe quel paramètre ou option de mon algorithme d'apprentissage qui lui donne plus de capacité à mémoriser ce qu'il y a dans l'ensemble d'entraînement, ce que je vais observer, c'est ces deux courbes-là, c'est-à-dire une courbe pour l'erreur d'entraînement qui va constamment diminuer, mais pour l'erreur de test, donc ma performance de généralisation, qui va diminuer, mais éventuellement qui va se mettre à augmenter. Et donc, si j'ai un algorithme qui a des options qui permettent de contrôler la capacité de mon modèle à mémoriser les données, ce que j'aimerais, c'est trouver ce point-là, qui est le point où j'ai le meilleur compromis entre du sous-apprentissage et du surapprentissage. Donc, il se trouve à être le point qui sépare les régimes de sous-apprentissage et surapprentissage. OK. Donc, ces options-là dont je parle et qui me permettent de contrôler la capacité de mémoriser sur mon ensemble d'entraînement, c'est ce qu'on va appeler des hyperparamètres. Donc les options, pour l'algorithme des cas plus proches voisins, ça serait la valeur de cas. Okay?
Pour l'algorithme du perceptron ou l'algorithme de la régression logistique, je dois, si je veux l'exécuter, déterminer quel est le taux d'apprentissage alpha, c'est quoi le nombre d'itérations également. Pour un réseau de neurones, ça serait aussi le taux d'apprentissage alpha, le nombre d'itérations, mais aussi le nombre de neurones cachés, le nombre de couches cachées, aussi le choix de la fonction d'activation. On a vu seulement la sigmoïde, mais de façon générale, c'est possible d'utiliser d'autres fonctions. Donc, tout ça, ce sont des options que j'ai à spécifier à mon algorithme d'apprentissage pour que je puisse l'exécuter. Et ces options-là, on va les appeler des hyperparamètres. Donc, c'est pour les distinguer des paramètres d'un modèle comme un réseau de neurones qui aurait qui a des poids le poids des connexions entre les neurones. Ça, c'est des paramètres qui sont ajustés par l'algorithme d'apprentissage. Les hyperparamètres, c'est finalement des options qui ne sont pas ajustées par l'algorithme d'apprentissage qu'on doit spécifier a priori. Donc, comment est-ce que je choisis ces hyperparamètres-là pour éviter de faire du surapprentissage ou de faire du sous-apprentissage, d'avoir le meilleur compromis entre le sur- et le sous-apprentissage? Bon, je ne peux pas choisir à partir de l'erreur d'entraînement, choisir l'option qui a la meilleure erreur d'entraînement. Ça va mener nécessairement du surapprentissage. Donc, on l'a vu, par exemple, le nombre d'itérations. Plus j'en ai, bien, plus mon erreur d'entraînement va être basse. Donc, je choisirais simplement le nombre d'itérations qui est le plus grand. Okay? Mais je pourrais, en fait, donc ça va me mener nécessairement du surapprentissage à un point où là, éventuellement, l'erreur de test va augmenter. Même chose au cas plus proche voisin, si j'utilisais l'erreur d'entraînement, puisque k égale 1 me donne une erreur de 0, j'utiliserai toujours k égale 1. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le meilleur pour bien généraliser. Ça serait très tentant d'utiliser mon ensemble de tests que j'ai mis de côté pour mesurer la capacité de généralisation, mais ça, et c'est très important, ça serait tricher. Ces exemples de tests-là, ils doivent vraiment représenter des exemples que je ne connais pas encore, puis auxquels serait confronté mon système lorsqu'il serait déployé. Donc, je ne dois pas l'utiliser ni pour entraîner, ni pour choisir mes options. Sinon, en fait, je pourrais choisir... choisir mes exemples, la valeur de l'hyperparamètre en fonction de l'ensemble de tests, c'est un peu comme entraîner ces options-là, ces hyperparamètres-là, mais sur mon ensemble de tests. Donc, ça me donnerait une mesure optimiste de ma capacité à généraliser. Alors, en fait, ce qu'on va faire, un peu comme pour l'ensemble de tests, on voulait des exemples différents de l'ensemble d'entraînement. Là, on veut des exemples qui sont différents de l'ensemble de tests et l'ensemble d'entraînement. Donc, on va avoir un autre ensemble qu'on va mettre de côté. On va l'appeler l'ensemble de validation. Okay? Et donc, ça va nous permettre de ne pas utiliser l'ensemble de tests parce que je veux le garder sans l'utiliser. Je veux l'utiliser seulement à la toute fin pour mesurer ma performance de validation. Ça va me permettre de ne pas utiliser l'ensemble d'entraînement également qui mènerait nécessairement à du surapprentissage. Donc, mon ensemble de validation, son seul but, ça va être de déterminer les valeurs d'hyperparamètres. Et en testant différentes valeurs d'hyperparamètres et en l'évaluant sur leur performance sur l'ensemble de validation, en fait, on peut voir ça comme une certaine forme d'apprentissage. On va adapter notre choix d'hyperparamètres, mais sur les données de validation plutôt que les données d'entraînement. OK, donc on a ici la description d'une procédure d'évaluation complète. Si j'ai un algorithme d'apprentissage et je souhaite évaluer à quel point cet algorithme-là permet d'obtenir un modèle qui performe bien sur de nouvelles données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes nos données qu'on a collectées, on va les diviser en 3 ensembles. Mon ensemble d'entraînement, mon ensemble de validation et mon ensemble de tests. Un exemple de séparation, ce serait de prendre 70% des exemples pour l'entraînement, 15% pour la validation, 15% pour le test. Okay? On aurait pu choisir d'autres pourcentages. C'est un exemple là, que moi j'utilise souvent en pratique puis qui marche plutôt bien. Okay? Donc j'ai tous mes exemples. Imaginons aussi là, que tous mes exemples, je les représente par ce rectangle-là. Je pourrais prendre 70% pour l'entraînement, 15% pour la validation, puis 15% pour le test. Okay? Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est une liste de toutes les valeurs d'hyperparamètres que je voudrais essayer. Donc, si je veux entraîner un modèle avec l'algorithme du perceptron, ben, je pourrais choisir le taux d'apprentissage, par exemple 0.1, puis essayer pour, disons, 100 itérations.
ou je pourrais prendre 0.01 puis essayer aussi pour sans itération. Je pourrais essayer d'autres paires d'hyperparamètres comme ça, où je pourrais varier aussi le nombre d'itérations. Pour un réseau de neurones, ça pourrait être si, disons que j'ai un critère d'entraînement qui me permet de spécifier mon nombre d'itérations, ben, ça pourrait être le taux d'apprentissage et le nombre de neurones cachés. Donc, comme ça, je fais une liste de toutes les valeurs possibles, les configurations possibles des hyperparamètres, et je fais une liste que je souhaite évaluer, que je souhaite valider. Et là, pour chaque élément de cette liste-là, je vais exécuter mon algorithme d'apprentissage sur mon ensemble d'entraînement. Puis, une fois l'algorithme d'apprentissage, une fois qu'il a terminé son exécution, je vais évaluer la performance du modèle entraîné sur l'ensemble de validation. Donc, pour chacun des choix d'hyperparamètres, je vais garder en mémoire c'est quoi la performance. Donc, peut-être qu'ici, j'aurais eu 10% d'erreur sur mon ensemble de validation. Peut-être ici, j'aurais eu, disons, 5% d'erreur. C'est des chiffres que j'invente comme ça. Mais pour toutes mes configurations d'hyperparamètres, je vais mettre de côté la mesure de la performance sur mon ensemble de validation. Et finalement, à la toute fin, ce que je vais faire, c'est je vais réexécuter mon algorithme d'apprentissage, mais seulement pour les hyperparamètres avec la meilleure performance en validation. Donc, dans ce cas-ci, si ça avait été ça, mes meilleurs hyperparamètres, ce que je fais, c'est que je réexécuterai mon algorithme avec ces hyperparamètres-là, et c'est le modèle résultant de cet apprentissage-là que j'utiliserai pour évaluer la performance sur mon ensemble de tests. Donc, je dis réexécuter. Ce que je pourrais faire, c'est garder en mémoire aussi tous les modèles si je faisais un perceptron. Donc, ici, j'aurais une valeur de mon paramètre W que je pourrais mettre en mémoire en plus de sa performance. Je pourrais prendre ces hyperparamètres-là, mettre la valeur du paramètre W, des paramètres W en mémoire en plus de la performance. Puis plutôt de réexécuter l'algorithme, je pourrais juste utiliser mon modèle que j'aurais sauvegardé sur disque. Mais souvent, en pratique, en fait, on essaie tellement d'hyperparamètres qu'on ne veut pas garder tous les paramètres en mémoire. Ça prendrait trop de mémoire. Donc, souvent, on a à réexécuter notre algorithme d'apprentissage, mais là, avec les meilleurs hyperparamètres qu'on a trouvés. Et là, on évalue le modèle résultant sur l'ensemble de tests cette fois-ci. Et cette mesure-là, sur l'ensemble de tests à la toute fin, ça va être notre estimation qui ne sera pas optimiste. Donc, on va dire formellement que c'est une estimation non biaisée de la performance de généralisation de mon algorithme. Et donc, c'est cette procédure-là qui va me permettre d'évaluer la capacité d'un algorithme d'apprentissage à permettre à bien performer en généralisation. Et je pourrais utiliser maintenant cette procédure-là pour comparer différents algorithmes d'apprentissage. Donc, si je voulais comparer, est-ce que l'algorithme du perceptron est meilleur pour ce problème-là que l'algorithme pour l'entraînement de réseaux de neurones, on comparait avec un cas plus proche voisin, bien, je répéterai cette procédure-là individuellement pour le perceptron, pour le cas plus proche voisin et pour le réseau de neurones. Puis, je pourrais comparer à ce moment-là la performance entre mes trois algorithmes d'apprentissage pour avoir une mesure non biaisée de quel est l'algorithme qui a la meilleure performance pour mon problème. Donc, c'est comme ça qu'on doit utiliser, c'est la procédure standard pour évaluer la performance d'un algorithme d'apprentissage.